Claude Henrico, agriculteur et horticulteur à Corbet dans le Brabant wallon, tout près de Louvain-la-Neuve, à mi-chemin entre Gembloux et Wavre. C'est une zone assez peuplée, donc d'où le développement de la partie horticole. En fait, voilà, moi je suis issu, si je regarde l'arbre généalogique qui figure dans le couloir des chambres chez mes parents, il est très long, il est très vieux, et ça commence en 1700, et depuis 1700, ce sont toujours des agriculteurs. Et donc on a génétiquement quelques gènes qui sont un peu agronomiques, on va dire. Et de là, en fait, moi je suis né à Namur. Mes parents avaient une ferme tout près de Namur, qui était une petite ferme polyculture élevage, où là, tout ce qui était produit quasi sur la ferme, hormis les céréales et les betteraves, était vendu autour de la ferme. Il y avait justement à côté de la ferme un institut psychiatrique qui comportait 1200 malades, donc on fournissait le lait, le beurre, et alors des œufs aussi. Et ça m'a montré des choses un peu basiques de l'agriculture auxquelles je tiens beaucoup. Aussi, là, tout près de chez nous, on était à 6 km de la gare de Namur, et près de chez nous, il y avait des maraîchers. Et évidemment, à l'époque, on ne parlait pas de vacances, ni de camps scouts et tout ça. Donc, nous, dans une ferme, on travaillait à la ferme pendant l'été. Et quand on n'avait rien à faire, on allait trier les tomates chez les producteurs, chez les maraîchers. Ce qui m'a un peu balisé un petit peu toute la vie du maraîchage. À ce fameux institut psychiatrique, il y avait un potager de 3,5 hectares. Et là, on allait souvent travailler et disons que ça m'a mis l'eau à la bouche et j'ai eu un peu cette passion de l'horticulture là. C'était un institut qui était fondé par des sœurs de la Charité de Gand, des néerlandophones, et tous les maraîchers qui travaillaient avec eux, enfin tous les jardiniers, c'était des Flamands qui provenaient généralement de la région de Malines, et donc on a appris énormément là-bas. Alors, il se fait que au début, mes parents traillaient à l'époque beaucoup de vaches, et il y avait beaucoup de boulot, et du coup, ils nous ont mis au pensionnat à Floreffe. Et moi, j'aimais pas là. J'allais plutôt foutre le camp à la ferme en bas, où j'étais rarement dans ma chambre. Et si vous voulez, moi je me souviens, avant de partir au pensionnat le lundi matin, on devait nettoyer les vaches. Donc on se levait à 4 heures du matin et mon frère et moi, tout jeunes, on nettoyait au moins une partie de l'étable des vaches. Et ça nous a induit directement le réflexe de travailler spontanément quand il y avait du boulot. Après cela, moi j'ai quitté Floreffe, j'ai fait mes études d'horticulture à l'école de Grand-Manil, puisque j'étais passionné pour ça. Et après cela, j'ai commencé l'agronomie à Louvain-la-Neuve. En première année, j'ai raté et je suis allé directement à Huy. L'avantage que j'ai eu en allant à Louvain-la-Neuve en agronomie, j'étais sur le même banc qu'un Chilien, et avec lequel je suis resté ami longtemps. Et il se fait que ce Chilien était, lui, ami au Chili avec un certain Crovetto qui a fait de l'agroécologie bien avant l'heure de tout le monde. Et c'est-à-dire que quand moi j'ai commencé, il avait déjà 40 ans d'agroécologie. Et dans son village, où on voyait souvent dans les reportages télévisés, ces pans de montagne qui s'écroulaient avec les tempêtes, avec les excès d'eau et compagnie. Chez lui, sa ferme, il n'y avait pas d'érosion. Et ça m'avait interpellé. Et quand j'ai parlé de ça à ce copain chilien, il m'a dit, écoute, je sais qu'il a écrit un bouquin sur l'agroécologie. Et il me l'a ramené. Et on en a trouvé une version française.
Et disons que je suis resté un peu en contact avec ce monsieur, ce Chilien. Et du coup, j'ai commencé... C'est ça, mes premières idées de l'agroécologie. Il se fait que quand mes parents sont venus sur la ferme où on est ici à Corbet, c'était une ferme de grande culture, il y avait plus d'élevage. Et bon, moi, j'étais un peu triste de ne plus avoir ça. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait l'horticulture. Mais alors aussi, quand mon père, après quelques années... Donc, j'ai développé... les serres que vous voyez là représentent 7000 m². Et moi, j'ai commencé les petites serres ici qui se trouvent derrière la ferme de mes parents. Là, il y a 240 m², mais j'ai commencé avec 120 m² en 87. Oui, en 87. Et en 5 ans, j'ai créé tout ce truc-là. Et en fait, d'année en année, le système marchait bien. Je vendais toute ma production. J'agrandissais chaque année. Puis, mon papa était toujours là. Puis, un jour, il est devenu malade. Et j'ai dû continuer la ferme que lui faisait, en plus de mon travail, là. Et il se fait que pour cette exploitation horticole de 70 hectares, on était à 3 à travailler à ça. Donc, on avait nos journées bien comblées. Et quand papa est devenu malade, là, c'était d'office un surcoût de travail. On a engagé un homme et je me suis dit, c'est pas possible. Lui, mon père étant en agriculture conventionnelle, labour, machin, pulvérisation et tout, je dis, ça, c'est trop de travail, il faut simplifier ça. Et j'ai vu, je lisais La France agricole toutes les semaines, et j'ai vu des gars dans le nord de la France qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque, on ne parlait pas d'agroécologie, on parlait surtout de non-labour, point. Et je suis allé voir ces gens-là et m'ayant un peu expliqué leur motivation, pourquoi avaient-ils commencé le non-labour, c'était surtout pour des problèmes de compaction de sol et d'érosion. Donc moi, ça rentrait dans mes cordes, chez moi c'était un peu pareil. Et on avait été visiter 4 ou 5 fermes, je crois, on était parti à 3. Et la première ferme, je dis quand je suis là, ça ne va pas aller, ça. C'était franchement, la ferme avait beaucoup de mauvaises herbes, les cultures n'étaient pas belles, enfin ça me plaisait pas. Deuxième ferme, pareil. Troisième, pareil. Je me dis si c'est encore comme ça, je retourne. Et en fait, la quatrième, là, c'était très bien. C'était une grande ferme, tout près d'Arras. Il y avait 300 hectares à l'époque. Et la ferme, il y avait un grand bloc de 100 hectares derrière la ferme. Et le fils avait repris la ferme des beaux-parents dans le bas de la vallée et avait repris quelques terrains du beau-père, contigus au terrain du papa. Et au-dessus, la ferme parentale. Et il se fait que c'était en juin, et quand je suis allé là, la veille, il y avait eu un orage, mais carabiné, depuis chez nous en Belgique jusque le nord de la France. Et quand on est arrivé sur cette ferme, on va chez le fils dans le bas de la vallée, et effectivement, il y avait un peu de boue, et puis il dit, on va aller voir, je vais vous montrer quelque chose. On a traversé le champ qui était attenant à sa ferme, et le fait qu'il avait une bande en bas, qu'il avait repris à ses beaux-parents 15 ans auparavant, il l'avait mise directement en non-labour, et par la suite, le papa lui remettait tous les 2-3 ans 5-6 hectares. Et lui, d'office, ces 5-6 hectares, il les parçait en non-labour. Et c'était vraiment une cartographie historique de l'histoire de la ferme. Plus on montait vers le papa, et plus il y avait d'érosion. Alors que ça devait être l'inverse. Donc ça, suite à l'orage. Et là, ça m'a convaincu parce que, arrivé dans le dessus, il y avait des trous de 50 cm, alors que dans le bas de la vallée, il n'y en avait pas. Et d'office, ça m'a convaincu du système. Et en rentrant, donc ça c'était en 98, je pense, j'ai vendu la charrue directement. Et puis je l'ai dit à mon père. Alors là, ça ne s'est pas trop bien passé. Et alors... Et puis il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux, de toute façon, je ne saurais plus faire ce que tu fais, enfin voilà. Donc j'ai commencé à travailler la ferme sans labourer les champs. Ça, c'était la première étape. Mais je ne savais pas tout ce que je sais maintenant. Il se fait que les 3 ans qui sont écoulés, j'ai perdu du rendement, mais de plus en plus.
Première année, j'ai perdu du rendement. Deuxième année, pas mal. La troisième année, ça allait encore, plus ou moins. Et la quatrième année, ça s'est stabilisé, puis après, ça a remonté. Alors, en fait, il se fait que c'était avant les années 2000. En Wallonie, on était peut-être 4-5 pour toute la Wallonie à faire du non-labour. Demander des renseignements à la faculté de Jean Blou ou Marie Aunay. À l'Institut belge de l'amélioration de la betterave, ils m'ont dit « Arrête ça tout de suite, ça marchera jamais ». Enfin, tout le monde, les marchands d'engrais, ils me tiraient dessus à boulet rouge. Hein. Donc ça, c'était pas possible. Mais je suis un peu têtu, j'ai continué. Et j'ai eu la chance, là, en 2000, de rencontrer un jour un gars de chez TMCE, donc, qui vend des minéraux. Hein, donc un truc, c'est pas des engrais, c'est un support, à l'époque c'était des algues marines chargées en oligo-éléments. À mon avis, c'était tous les oligo-éléments qu'on trouve dans la mer, à peu près tous. Et ce qui avait de bien, c'était pas tellement leurs produits, c'était le concept et les explications et l'encouragement qu'on avait à appliquer ça et à comprendre ce qu'on faisait. Et en fait, j'ai compris que mes techniques, mon matériel ne convenaient pas, que ma terre, au lieu d'être... À ce moment-là, on peut dire, je ne labourais plus, mais on allait quand même décompacter, travailler profondément le sol, et c'était quelque part un pseudo-labour, et sans savoir, je faisais du tort à ma terre. Alors, le temps passant, j'ai commencé à comprendre que pour travailler sans labourer et pour imiter un petit peu le fonctionnement de la forêt comme le faisait mon copain chilien, il fallait préserver mes sols et il fallait travailler autrement, moins horizontalement, plus verticalement. Donc travailler avec des dents étroites mais qui pouvaient aller peut-être plus profond, mais pas tout bousiller avec des rotatives et des herses avec des lames et tout ça, il fallait supprimer. Et ça, j'ai compris 4-5 ans après. Donc j'ai tout doucement commencé à changer mon matériel, à travailler avec du matériel un peu plus adapté, de manière à laisser un maximum de matière organique en surface. Il se fait que quand j'ai repris l'exploitation de mon père, le taux de matière organique de toutes les parcelles fluctuait entre 1,4 et 1,7. À l'heure qu'actuelle, maintenant, le taux de matière organique des terres, pour la plus basse, c'est peut-être à 2,8, et pour les meilleures, elle n'est pas loin des 4% d'humus. Donc là, il y a eu une augmentation de cette matière organique. Et ça, c'était la clé du système. C'était surtout refaire un sol favorable pour pouvoir pratiquer ces systèmes de culture simplifiés. Donc tout un temps, moi c'était simplement technique culturale simplifiée. Évidemment, on mettait des engrais verts, mais c'était des monocultures, soit de moutarde. Longtemps on avait mis des Vesfévrol, puis ça a été un peu interdit pour les histoires de nitrate. Puis alors on est passé avec la moutarde, puis la facélie. Mais j'ai compris avec le temps, j'ai pu rencontrer Claude Bourguignon en France, et il m'a dit que il fallait, peut-être ici, tiens. Il y en a une où je suis dedans. Là? Oui, voilà. En fait, voilà, la clé du système, c'était avoir un sol couvert permanent pour absolument garder une vie microbienne intense dans le sol. Et dès lors, donc on a commencé à multiplier les espèces et à oser par la suite semer directement sans travailler le sol dans le couvert. Mais ça, il m'a fallu, pour arriver à ça, il a fallu au moins 15 ans pour comprendre. Et si vous voulez, au départ, donc les TCS travaillaient le sol encore, mais de trop. Et avec des chisels et des choses comme ça qu'on a dû évacuer par la suite.
Et donc ce fameux Claude Bourguignon, où lui m'a ouvert les yeux, je lui avais demandé est-ce que je devais décompacter mes sols absolument. Il m'a dit non, tu dois couvrir, mettre des racines qui, elles, vont décompacter ton sol et augmenter les vers de terre. Si bien que en 2016, je crois, on a eu la journée de l'agroécologie chez moi. Et on mesurait jusqu'à 2 tonnes 200 de vers de terre à l'hectare, alors que chez le voisin en face, en agriculture conventionnelle, ils étaient à 46 kg hectare, et chez un voisin bio, ils étaient aussi à 46 kg hectare. Et pas parce qu'ils travaillaient mal, c'est parce qu'ils travaillaient le sol. Donc le problème était juste là. Et alors, petit à petit, donc, moi j'ai changé mon fusil d'épaule, et j'ai commencé à me renseigner énormément sur les façons, les techniques culturales de ça. Maintenant, bon, on a beaucoup de sources d'informations, mais qui n'existaient pas à l'époque. Hein. Maintenant, on a l'Académie Régine-Acter, on a quand même de plus en plus de publications qui expliquent un petit peu les façons culturales favorables. Mais moi, j'ai commencé avec rien, quoi. Et le premier outil que j'ai acheté, c'est un Terrano, donc c'est un chisel, si vous voulez, avec des dents de 2 cm de large. Donc qui fendait le sol, un peu comme le boulanger qui donne 2 coups de couteau sur la pâte qui gonfle, c'est fente, s'écarte et continue. Donc le fait d'avoir juste fendu le sol, la fente fissurait en profondeur, continuait, et c'est ça qui aérait mon sol. Alors j'ai compris aussi que avec le temps, plus on mettait de fongicides, fongicides et champignons du sol, tu peux mettre un truc sur les champignons, oui, c'était pas très copain. Et au départ, après une moisson, quand on laissait repousser les céréales, il y avait très peu de champignons. Maintenant, vous ne savez pas lancer le bic ici sans toucher un champignon. Et donc, la vie du sol, c'est évidemment très aggradé. Et au départ, moi, je croyais tout simplement qu'il suffit, je me dis, c'est tout simple, je vais essayer de trouver un maximum de matière organique, de compost et de choses comme ça, pour augmenter la vie de mon sol. Mais au final, c'est faux. C'est pas la matière organique, le compost et des choses comme ça qui vont monter la vie du sol, c'est les engrais verts qui vont monter le taux d'humus. Et ça, pour comprendre ça, il m'a fallu du temps. Et à partir du moment, tu peux te montrer cette photo-là, au-dessus? À partir, voilà, ça c'est ici j'ai semé un blé directement là-dedans, en un seul passage. Et je me souviens, mon père était venu voir ça, il m'a dit, mais toi t'es un vrai cochon. Et alors, comment ça ne poussera jamais, ça va être bouffé des limaces, enfin, tous les problèmes du monde allaient arriver là. Mais rien n'en fait, ça s'est bien passé, on a fait un très beau rendement, peut-être pas comme en culture super intensive, mais c'était quelque chose d'honorable, mais dont la marge brute était très alléchante. Alors, voilà, j'ai continué comme ça, et de fil en aiguille, j'ai appris, jusqu'à un jour, grâce à Régine Acter, j'ai pu écouter une conférence d'un certain John Kempf des États-Unis, qui, lui, avait expliqué la pyramide de santé de la plante, et il a expliqué que c'était pas le sol qui faisait la plante, mais la plante qui faisait le sol. Alors, comment... Là, à partir du moment où j'ai compris tout ça, j'ai encore changé mes techniques. Donc ça, c'était il y a une petite dizaine d'années. Et où j'ai toujours pensé à privilégier des essences dans le choix de mes cultures qui allaient photosynthétiser un maximum. Parce que pour, en fait, avoir un sol vivant, il faut avoir un sol vivant qui va aboutir à des plantes en super bonne santé et éviter fongicides et insecticides. Il fallait aussi que les plantes, la seule chose qui pouvait motiver ce truc-là, c'était augmenter la photosynthèse. Et comment je pouvais booster la photosynthèse? C'est en me renseignant, en apportant une fertilisation équilibrée.
Jusqu'à longtemps, j'ai continué à apporter de l'azote. Phosphore et potasse, ça j'avais arrêté très tôt. Je faisais confiance aux mycorhizes du sol. Mais ça ne se développait pas assez. Et alors, à partir d'un certain moment où j'ai pu assister à une conférence de John Kemp, j'ai commencé à faire des analyses de feuilles, des analyses de sève, et qui m'ont montré certains déséquilibres dans la plante. Il faut savoir que, selon John Kemp, la plante, pour booster la photosynthèse, on ne sait jouer que nous, en tant qu'agriculteurs, sur la nutrition de la plante. Et là-dessus, on ne sait jouer que sur un apport de 5 éléments: le magnésium, l'azote, le fer, le phosphore et le manganèse. Le magnésium et l'azote, ce sont les constituants de la chlorophylle. Le fer, c'est l'élément qui va lier les chlorophylles entre elles. Le manganèse, c'est le cofacteur d'enzyme qui va rompre la molécule d'eau en O2 et 2H+, lors de la photosynthèse. Et alors le phosphore, lui, il va transporter l'énergie ainsi faite dans la plante. Et ça, c'est les éléments fondamentaux pour booster la photosynthèse. Il y a des mesures minimales auxquelles il faut au moins avoir sur sa culture. Alors, moi j'ai un peu suivi ça, je me suis un peu renseigné. La deuxième chose aussi dans la pyramide de santé de la plante, c'était le fait que tous les 24 heures, la plante, elle a besoin de transformer l'azote qu'elle a capté dans la journée en azote élémentaire, comme nitrate, ammonium, azote, et elle doit le transformer en protéines plus complexes pour éviter, parce que la plante sait que si elle a des azotes plus élémentaires en elle, elle sait qu'elle est plus susceptible d'être attaquée par les insectes et les champignons. Et du coup, elle transforme, parce que les insectes, ils ont un autre tube digestif que nous, et eux, ils savent assimiler l'azote, de simple, tandis que nous, humains, on a besoin d'assimiler des protéines. Alors, ce qu'il y a, c'est que la plante va transformer ces protéines, mais l'azote en protéines, et ce qu'il y a, c'est que elle va en avoir de trop pour elle et elle va en libérer au niveau de ses racines. Et ce qu'on appelle les exudats racinaires. Et ces exudats racinaires sont super importants parce qu'eux, ils vont nourrir les micro-organismes du sol, qui vont encore transformer ces protéines et ces exudats en molécules encore plus complexes, par exemple des phénols, des enzymes, et qui vont les redonner à la plante via le système des mycorhizes. Et la plante, au final, elle va dire, au lieu de devoir fabriquer elle-même ces molécules complexes, un peu comme si vous construisiez un abri de jardin au bout de votre jardin, vous achetez 4 panneaux préfabriqués, vous les assemblez ensemble, mettez le toit dessus, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. Par contre, si vous achetez un arbre que vous devez débiter, faire les planches, tout construire, ça va vous prendre beaucoup plus d'énergie. La plante, si elle a les molécules toutes faites, elle va se constituer, donc elle va moins travailler, donc s'engraisser. Donc le gars qui aura fait faire son panneau, il sera plus grand que celui qui l'a fait tout lui-même. Et la plante, c'est un peu comme ça. Du coup, le fait qu'elle s'engraisse, elle va faire du gras, donc des lipides, qu'elle va développer, qu'elle va déposer sur sa cuticule. Elle va développer une cuticule cireuse qui va en fait protéger ces cellules contre l'attaque des pucerons, contre l'attaque des pathogènes de toutes sortes. Et en fait, cette cuticule cireuse, c'est un peu comme vous frottez la main, vous placez votre doigt sur une prune, vous laissez l'empreinte de votre doigt, c'est cette cuticule cireuse qui est abîmée, et c'est ça qu'il faut booster, en fait. Et ça, c'est un peu la deuxième étape dans la santé de la plante. Après, les étapes suivantes, c'est plutôt au niveau du sol que ça se passe, et c'est plutôt la biologie du sol qui doit être activée par cette libération de sucre. Et là, à ce moment-là, une fois que la plante va
avoir beaucoup de micro-organismes qui transforment cette énergie. Donc, ça va se constituer cette espèce de pellicule cireuse. Et l'avantage de cette pellicule cireuse, c'est que aussi, elle va protéger la plante en année de sécheresse du soleil. On sait que la plante, une fois qu'elle arrive dans ses cellules à des températures au-delà de 27 degrés, elle stoppe la photosynthèse, donc au détriment de la production, et va entrer en photorespiration. Donc va transpirer, prendre de l'eau, et plutôt que de transformer cette eau en sucre, elle va donc perdre cette eau. Donc, tandis que la pellicule cireuse, eh bien, elle va refléter les rayons du soleil et va, disons, abaisser un peu la température de la plante. Et in fine, la plante ne sera que peut-être une semaine plus tard en photorespiration par rapport au champ du voisin qui est labouré et qui n'a pas toute cette vie microbienne du sol. Et quand j'ai eu plus ou moins compris ça, évidemment, j'ai changé toutes mes pratiques. Hein, et donc, pour avoir, par exemple, en sol couvert, en permanence, j'ai essayé d'avoir, je crois que c'est ici. Oui, par exemple, ça, c'est du colza associé. Donc, au moment où je sème mon colza pour couvrir le sol le plus rapidement possible, j'y adjoins du trèfle d'Alexandrie, j'y adjoins d'autres plantes, des plantes gélives en général. Ici, il y a quelques phacélies qui ne devraient pas s'y trouver, mais des févroles de printemps. Et si vous voulez, vous couvrez le sol, ça photosynthétise, ça fout du sucre. En plus, les légumineuses, elles vont capter de l'azote de l'air, le mettre dans le sol. Et au final, vous pouvez déjà diminuer votre fumure azotée du colza de facilement 30 à 40 unités d'azote. Mais aussi, pas besoin de désherber, puisque du fait de la concurrence de ces plantes-là sur les mauvaises herbes, vous n'avez pas besoin d'utiliser un désherbant. Au-delà de ça, au niveau du colza, le fait que vous avez un champ mélangé, les altices et les parasites du colza n'ont pas vraiment envie de se poser là-dedans puisqu'ils ne reconnaissent pas nécessairement le colza. Ils vont plutôt ailleurs. Donc, de nouveau, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'insectes. Le gel survient, va geler toutes les plantes gélives. Seul au printemps ne restera que le colza. Le colza démarre très tôt en février-mars. En mars, il monte déjà à 40 cm. Et à ce moment-là, ben évidemment, votre culture est sauvée, propre, sans insecticides. Et voilà, donc ça a été ma première démarche, ça a été les colzas associés. Par la suite, j'ai commencé à comprendre que dans mes colzas, j'y ajoutais du trèfle blanc, pérenne, pour avoir un engrais vert permanent. Et cet engrais vert, l'avantage, c'est qu'après la récolte du colza, se développait. Tu peux montrer avec le semoir, peut-être, on voit. Ah ben peut-être même, oui, continuez. Voilà, oui. Ici, je suis en train de... Ça, c'est la repousse du trèfle après le colza, que j'ai déjà fait pâturer par les moutons. Et tout de suite après pâturage des moutons, je sème directement le froment dans le trèfle. Le trèfle va se calmer durant l'hiver avec les gels. Tôt au printemps, le froment va pousser plus vite que le trèfle. Le trèfle ne démarrera qu'en avril. Et finalement, ne va pas me gêner, puisque ce sont des trèfles nains. Au moment de la récolte, ne va pas vraiment me gêner, ne sera pas tellement concurrent, mais plutôt allié de mon froment. Alors vous voyez... Colza, luzerne et trèfle. Je n'ai pas mis de luzerne parce que j'ai un copain qui l'a fait et la luzerne est montée au-dessus du blé et je préférais qu'il fasse ça chez lui que chez moi. Parce que, malgré tout, allez, c'est pas du bio, hein, donc moi j'ai toujours envie de faire pousser 2 épis là où il n'en venait qu'un et c'est un peu la passion que m'a transmis mon père et
Donc, c'est toujours à la limite, ça peut verser. Donc, si vous versez, ben, vous êtes sûr que vous ne moissonnez pas, quoi, avec la luzerne au-dessus, c'est foutu. Le trèfle, ça marche. Alors, bon, ben, de fil en aiguille, pour terminer un petit peu mon histoire là, de nourriture de la plante, oui, il y a aussi le CO2 du sol, parce que pour faire de la photosynthèse, il y a le CO2, il y a l'eau. Et le CO2, il faut bien penser qu'il vient essentiellement du sol. Et tous les soirs, tous les matins, le sol respire, il relargue du CO2, mais le cycle de la respiration est beaucoup plus long que nous. Et au soir, il recapte de l'O2, de l'oxygène. Et le matin, le sol donc relargue le CO2, le fait que les plantes soient toujours là en permanence, captent le CO2 du sol et fabriquent leur photosynthèse. Et ça, c'est un moyen de booster la santé des plantes via la photosynthèse en couvrant le sol, mais en ayant une vie microbienne la plus optimale possible, quoi. Alors de fait, j'épand des fumiers de chevaux, des choses comme ça, mais ce qui est le plus important, c'est le carbone liquide, donc le carbone fourni par les exudats racinaires qui vont nourrir les micro-organismes du sol et non le carbone compost qui lui va rester stable dans le sol. Oui, certes, il va aider à la structure du sol et à maintenir de l'eau, mais c'est pas lui qui va nourrir les micro-organismes du sol, c'est les sucres fabriqués par la photosynthèse. Et ça, une fois que vous avez compris ça, je pense que vous avez compris l'agroécologie, quoi. Et à partir de ce moment-là, on a des plantes de plus en plus résilientes. Moi, j'arrive à l'heure actuelle j'utilise encore des fongicides, mais quand mes voisins utilisent 3 fongicides comme conseillé par les facultés de Jean Blou, par exemple, moi, je vais utiliser par sécurité, après épiaison, un demi-fongicide. Mais le reste, je n'en aurais rien fait du tout. Et ça fait 7-8 ans que ça dure. Et chez moi, ça marche. Et je suis arrivé dans des années super compliquées, comme ce qu'on vient de connaître ici, à semer mes blés sans labourer. J'ai pas de charrue. Et je suis arrivé en blé à faire plus de 8 tonnes de moyenne ferme cette année. Et je suis content en ayant semé mes blés en décembre, novembre, et dans des sols plus portants du fait de la vie du sol. Et si vous voulez, vous avez vu, il y a des photos de haies, d'agroforesterie. En fait, en lisant plein de bouquins, parce que je dois vous avouer que je ne suis pas un fan de TV, et le soir, moi, je regarde tous des trucs sur l'agroécologie. Et bon, j'avais lu qu'un vieux chêne au milieu d'une campagne pouvait aider les plantes avoisinantes, parce que, par exemple, le chêne, s'il a une centaine d'années, il a au moins dans son ADN un souvenir d'avoir connu une année difficile avec des pucerons, une attaque de pucerons, de rouille et tout ça. Pour les pucerons, un peu comme je vous ai dit, il a développé sa cuticule cireuse, mais lui, il est capable, il a dans son ARN qui descend via les exudats racinaires, il largue un peu ces infos qui sont véhiculées grâce à l'Internet du sol que sont les mycorhizes, l'info jusqu'au haricot qui est malade à 50 mètres de lui. Et il dit, il suffit que tu épaississes ta cuticule cireuse. Je raccourcis, mais ce sont des stimuli qui font que. Et le haricot, dans son proche alentour, va un peu aider ses voisins, lui va peut-être en mourir, mais les autres seront sauvés. Et de fait, c'est un peu le schéma du fonctionnement de ce type de protection phytosanitaire, quoi. Donc, les mycorhizes qui, pour moi, sont super importantes. Donc, moi, quand j'ai quelqu'un qui vient semer une culture, soit de pois, soit de lin ou quoi chez moi en contrat, et que je le vois arriver avec une rotative, ça me fait franchement mal au ventre, parce que je sais que lorsqu'on travaille avec des rotatives, il faut 3 mois aux mycorhizes pour se ressouder l'une à l'autre, et donc votre culture, elle est quasi passée, quoi.
Et donc, il faut essayer d'arriver à des systèmes, des techniques culturales qui ne bousillent pas tout ce maillage que sont les mycorhizes du sol. Alors, moi, je ne vais jamais... vous comprendrez que mes techniques vont toujours aller vers penser, à réfléchir, à multiplier mes champignons que les bactéries du sol. Le problème des bactéries du sol, ils vont minéraliser mon stock d'humus, donc réduire la vie microbienne de mon sol, tandis que les champignons, ils vont plutôt faire bénéficier ma culture et préserver, ne vont pas minéraliser autant ma matière organique que ne feraient les bactéries. Donc, éviter ce brassage et cette aération du sol, quoi. Mais toutefois, pour ce que je vous disais tout au début, pour avoir du CO2 produit par le sol, il faut de l'air. Donc, il faut quand même, il ne faut pas être dogmatique et ne pas dire je ne travaille pas du tout mon sol. Il faut toujours, pour moi, après autant d'années, il faut absolument aller avec une bêche, regarder s'il y a une compaction, à quel endroit elle se situe, et là intervenir. Et ne pas dire je suis en semi-direct, point à la ligne, je ne bouge à rien. Non, là, parfois, on peut tomber, se casser le nez. Après une année de pluie, comme on vient de connaître, il y a forcément un manque d'oxygène dans le sol. Donc, cette année-ci, il faut retravailler un petit peu, quoi. Mais la clé de mon système, c'est la couverture du sol. Ça, c'est la première chose. Alors, les haies, pourquoi les haies? Je vous ai dit cette histoire de mycorhizes, mais en plus, au pied de ces haies, donc moi j'ai mis des arbres tous les 10 mètres à d'essence noble. Ici, ce sont par exemple, là, c'est un poirier sauvage. Il y a du sorbier terminalis avec lequel on fait des violons, il y a certains chênes, il y a certains érables, il y a des noyers. Mais j'ai mis des petits arbres à fleurs, et entre ces petits arbres à fleurs, moi j'ai été planter moi-même toutes sortes de plantes vivaces, de manière à allonger les floraisons, avoir un maximum de floraison dans ces haies, de manière à nourrir par le nectar les insectes auxiliaires, qui eux vont aller dézinguer mes pucerons et différents insectes prédateurs. Et disons que je dois avouer que le système réussit bien. Donc entre ça, encore j'ai semé des petits trèfles, j'ai semé de la petite luzerne, du lotier corniculé. Et alors donc ici par exemple, je crois que c'est de la reine des prés. Et alors, je vois pas très bien. Mais alors, donc j'avais semé ça dans les serres, puis j'étais les repiquer. Mais alors aussi, là j'ai poussé le bouchon un peu loin. C'est quand j'ai planté mes arbres, je me suis dit, voilà, l'histoire des mycorhizes, du vieux chêne qui va aider les arbres. Mais lui, c'est un vieux papa, le vieux chêne. Mais moi, je sors des petits perdreaux de l'année, je plante des petits perdreaux de l'année qui ne sont pas encore comme le vieux papa de 100 ans. Donc dans leur ADN, il n'y a rien. Donc, je me suis dit, là, il faudrait que je les inocule. Du coup, quand j'ai planté ces arbres-là, j'ai été chercher un peu partout en SB, enfin, surtout à la limite SB Condro, en Condro liégeois, je suis allé, pas loin d'ici. Et là, on voit des vieux arbres bordant des parcs et des terres cultivées, des prairies, pas loin de champs. Et j'ai été faire un trou. Je me souviens être tombé nez à nez avec un garde forestier, et je pense qu'il est encore en train de se poser des questions pour se dire, mais qu'est-ce qu'il me faut celui-là? Et alors, j'avais été chercher de la terre inoculée de mycorhizes de ces arbres-là, et j'ai inoculé chaque espèce avec les mycorhizes concernées, quoi. Ça m'a pris je faisais un trou, je prenais de la terre plus ou moins blanche, comme ça, qui ressemble à du mycélium de champignons, et alors je mélangeais ça dans une bassine avec les arbres, je faisais une popote, et puis je les plantais un à un, quoi. Et alors, après, quand j'ai eu fini tout ça, je me dis, c'est peut-être de la connerie. J'ai quand même téléphoné à un prof que j'avais eu à Huy, qui était spécialiste des mycorhizes. Il m'a dit, ton idée est géniale, sauf que c'est que les mycorhizes des vieux arbres ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux des jeunes arbres, mais quand même, personne ne sait le prouver. Du coup, moi, je l'ai fait, ça n'a peut-être pas fait de mal, ça a peut-être fait du tort, j'en sais rien. Mais enfin, voilà, l'idée, c'était de bien comprendre la fonctionnalité et la raison
d'être de mes mycorhizes, quoi, c'est tout. Mais ça m'a aidé à lire plein de trucs qui étaient assez exceptionnels. Alors voilà, ici, vous voyez, du millepertuis, tout ça, c'est moi qui ai mis ça. Et alors, de manière à ce que depuis le mois de mai, même avant, depuis le mois, allez, fin mars, j'ai des fleurs jusqu'au moins mois d'août, quoi. Pour nourrir mes insectes auxiliaires. On sait qu'un terrain labouré ne garde que de 15 à 30% d'insectes auxiliaires pour passer l'hiver, alors qu'un sol couvert où on a laissé la végétation en surface peut garder jusqu'à 80% des insectes auxiliaires. Et ça, pour moi, ce sont des gros outils gratuits qu'il suffit d'exploiter, quoi. Et pour moi, tout ça, ce sont des arguments de l'agroécologie. Et c'est assez difficile de faire comprendre ça. Mais une fois que vous faites des haies, arrive un autre problème. Par exemple, tu peux montrer, il n'y a pas un truc de nichoir ou de rapace? C'est tous les combien de mètres que tu as mis des... Clac. J'ai fait des multiples de mon pulvérisateur. Donc moi j'ai un pulvérisateur de 27 mètres, un semoir à engrais où je mets mes algues marines. Donc c'est 27 mètres. Donc j'ai fait des haies tous les 60 mètres. Parce que je me suis dit 2 fois 27, donc ça va faire 58. Et puis donc 54, mais les haies vont grossir. Et donc je vais avoir à terme... à peu près ça, quoi. Et alors oui, le problème qui s'est posé, c'est que en mettant des haies et en mettant beaucoup de couverts, j'ai commencé à avoir énormément de mulots. Et quand je vous dis beaucoup, c'est franchement beaucoup. Et alors, oui, il y avait des appâts empoisonnés et tout ça, mais ça ne me bottait pas. J'avais lu dans la presse agricole, il suffisait de mettre des perchoirs, mais ça sert à rien de mettre des perchoirs s'il n'y a pas des nichoirs. Alors, du coup, j'ai mis des nichoirs, je me suis renseigné. Et il se fait que ça, on sait qu'un couple de faucons prend, pour nourrir sa nichée, à peu près entre 700 et 800 mulots. Donc c'est quand même, ça dégage, quoi. Et alors moi j'ai sur mon parcellaire, j'ai 9 nichoirs comme ça. L'année passée on a bagué 16 jeunes. J'ai des nichoirs oui, ça c'est pour montrer ben voilà, ça c'est des chouettes chevêches, faucons cresserelles, hein. Et ça c'est un jeune faucon cresserelle. Dans mon hangar alors j'ai des chouettes effraies et voilà, ça c'est faucon cresserelle, puis l'autre, ça c'est la chouette effraie. Et bon, ça c'est plutôt les plus gros trucs. Ça c'est un tarier des prés. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que bon, hormis le fait de mon système qui fonctionne bien en agroécologie, tous ces oiseaux qui apparaissent n'étaient pas là avant, quand c'était tout labouré. Ils n'étaient pas là l'hiver, il n'y avait rien. C'était le désert, quoi. J'ai la chance d'avoir un parcellaire assez groupé, donc une réserve. Voilà, par exemple, ici, ça c'est une pie grièche à tête rousse, absolument rare, qui était ce printemps chez nous, et où plein d'ornithologues sont venus la photographier. Mais elle a dans son bec une punaise, donc un insecte ravageur. Si elle était là, c'est qu'elle l'a bouffé. Si elle est là, c'est que mon système, la boucle est bouclée, quoi. Ça veut dire que mon système s'auto-nourrit et que, au fait, oui, j'ai un insecte prédateur, mais j'ai de quoi le lutter. Et en fait, ce que j'apprécie à ça, c'est pas le fait d'avoir cet oiseau-là, mais c'est le fait d'avoir tout le temps des oiseaux différents qui, en fait, lutte contre l'agribashing, qui, dans mon esprit à moi, montre que mon système est abouti et que, au final, en raisonnant ces façons de travailler, de choses comme ça, on peut retourner en arrière en aggradant la biodiversité. Et moi, je suis un peu content de mes techniques, donc ça, c'est encore un tarier des prés. Et alors, ça c'est un mâle, l'autre c'est une femelle. Et en fait, bon, tu peux toutes les balayer, on viendra toujours une idée. Et
le message en fait que je veux passer, c'est que depuis mon point de départ où j'ai fait des techniques culturales simplifiées, travailler le sol et tout ça, c'est ça qui, en fait, on pourrait me dire pourquoi ne passes-tu pas en bio? Mais moi, le bio ne m'aguichait pas parce qu'il fallait travailler le sol. Et une fois que je travaillais le sol, je cassais mon système. Si je casse mon système, je diminue mes mycorhizes, je diminue ma vie du sol. Oui, sur une petite structure, on sait se permettre de faire du bio sans aller en allant travailler plus, en ne labourant pas nécessairement. Mais tôt ou tard, il faudra nettoyer. J'ai fait pendant 8 ans 2 hectares en agriculture biologique de conservation pour le centre de recherche agronomique de Jean Blou, le CRA. Et le problème, ça s'est mal passé parce que ça est devenu... Pourtant, je faisais tout ce qui était possible, mais c'est devenu dégueulasse. Et la rentabilité, franchement, n'y était pas. Donc, moi, j'ai arrêté ça et puis j'avais mon idée et puis c'était tout. Et voilà. Donc, voilà, en fait, ma façon de voir les choses. Le champignon du sol, pas les bactéries, sol couvert, pas travailler le sol horizontalement, verticalement, en laissant des ponts non travaillés chaque fois pour que les mycorhizes puissent... Vous faites une saignée comme ça, eh ben les mycorhizes sont capables de se ressouder plus rapidement que quand vous avez tout brouillé, quand vous avez fait une toutouille de tout est cassé. Tandis que vous avez tous, tôt ou tard, bougé un tas de copeaux ou quoi qui était farci de petits champignons, de mycélium de champignons. Et à la limite, on chipote avec la fourche, on casse tout. Mais si vous prenez votre ce compost sans trop le bouger, à le déposer au pied de vos plantes, directement les champignons démarrent. Et pour moi c'est la clé de l'agriculture de demain, c'est booster la photosynthèse, booster la vie du sol, et on sera capable d'arriver à cultiver des plantes sans protection sanitaire, comme on propose à l'heure actuelle. Moi, j'en suis convaincu. Oui, parfois, j'ai perdu quelques quintaux parce que se redéveloppaient. Allez, j'attends toujours la dernière minute si jamais il faut intervenir, pour intervenir. Mais au niveau des, on va dire, oui, mais au niveau du salissement, votre flore, comment évolue-t-elle? Oui, de fait, j'ai eu plus de graminées qui se sont développées, des graminées que je n'avais pas avant, mais j'ai juste bouleversé alors ma rotation. Ma rotation, elle est déjà très longue, sur 7 ans, mais j'ai alors inversé, j'ai mis peut-être parfois 3 dicotes qui se suivaient, puis 3 céréales, mais je cassais le cycle des graminées ou je cassais le cycle de dicotes, et c'est un petit peu en raisonnant comme ça à l'envers et non seulement, mais pas en suivant les chemins battus, renseignés un peu par Jean Blou, que vous arrivez, vous arrivez à des résultats. Et pour moi, le meilleur outil de toute la ferme, c'est une bonne paire de bottines et aller visiter ces champs le plus souvent possible. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Donc, avec le temps, je me suis un petit peu renseigné pour les histoires de purin d'ortie, de choses comme ça, puisque c'était un peu mode. Il faut savoir que ces produits-là, ce sont des éliciteurs, donc des activateurs d'une certaine multiplication de cellules, de choses comme ça. Il faut faire bien gaffe avec ça. Si vous mettez ça sur une plante malade, la plante sera encore plus malade. Donc, n'allez pas foutre un purin d'ortie sur une plante malade, ça ne marchera pas. Par contre, en prévention, il faut savoir que l'ortie va un petit peu... Pour ça, il faut d'abord se renseigner sur le potentiel redox des plantes, en sachant que la plante doit être en réduction plutôt qu'en oxydation. C'est-à-dire que quand on prend la sève de la plante et qu'on prend le pH et le potentiel redox, il faut que la plante soit en réduction, c'est-à-dire qu'elle se situe avec un pH négatif, un peu acide, on va dire, plutôt acide, et un potentiel redox de plus ou moins 300 millivolts. Là, on sait que la plante est en pleine santé et il faut arriver à ça. Pour booster ça, on sait par exemple que ces purins d'ortie vont activer cette chose-là, pour autant qu'on aille mettre ça, l'ortie quand il fait beau, la prêle quand il fait gris. On sait que la consoude va activer le sol, la dégradation de la matière organique, et tout ça, il faut
il faut savoir aussi que en y ajoutant un peu de mélasse, en y ajoutant un peu d'acide humique et fulvique, on arrive encore à booster un petit peu le travail de ces produits-là. Et moi je trouve que se renseigner là-dessus, c'est comme si je refaisais mes études agronomiques, parce que c'est génial. Je regrette à l'heure actuelle d'avoir mon âge en sachant ça, et si je pouvais reculer le curseur de quelques années, et pour pouvoir encore connaître les aboutissants de tout ce travail-là, quoi. Enfin, voilà. Posez vos questions, hein. Merci beaucoup, c'est très inspirant. Merci. J'avais une question concernant les haies. Oui. Un des gros freins, en tout cas qu'on entend souvent, c'est pour l'entretien des haies. Je ne sais pas, vous, comment vous faites? Ben oui, j'ai une machine pour entretenir les haies, mais c'est vrai que c'est coûteux. Je suis en train de mettre au point avec la WAF je crois qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ça pour pouvoir essayer. Il faudrait qu'un jour, on ait au sein de communes, parce qu'au niveau de la région wallonne, c'est pas trop possible. Imaginez des communes qui sont demanderesses de ces haies, qui quelque part vont retenir les inondations, vont freiner un peu les coulées d'eau et de boue, qu'ils nous aident, par exemple, qu'ils achètent pour 3-4 communes, comme ils ont pour nettoyer les rues, les égouts et compagnie, une machine, ou peut-être nous on payerait peut-être une petite somme, mais qui nous coûterait moins cher qu'un homme, une machine, un tracteur pour faire ça. Ça se met en place, je pense qu'on y arrivera. Mais moi, pour l'heure, j'ai une machine qui n'est pas la meilleure possible, mais j'entretiens ça moi-même. C'est vrai que ça prend du temps et c'est un coût. Mais bon, moi personnellement, c'est un peu ma passion, donc je le fais. Mais quelque part, c'est un frein, quoi. Ça, c'est un fait. Mais par exemple, on voit une haie avec la perdrix, là, tu vois. Ça, c'est une haie que j'ai plantée cette année. Et donc, j'ai un copain qui a une machine pour planter les haies. À 3, on a planté 1,6 km de haies en 3/4 de journée. Okay. Ouais. Donc, en fait, la haie qui est là, j'ai semé plein de trèfles. Oui, il y a des chardons, un peu de tout peut-être, mais la première année, je laisse un peu vivre la haie d'elle-même, au cas où il arrivait une sécheresse, les arbres, ils auraient eu du mal. Par contre, si tu laisses des plantes entre, ça va un peu se stimuler, garder une fraîcheur dans le sol, mais directement, bon, ici c'est une perdrix, mais déjà, en plantant les arbres, on a planté ça tard, c'était en mars cette année-ci, parce qu'il avait plu, on a postposé ça. C'était en mars, et il y avait déjà des bergeronnettes qui venaient, ça nous faisait plaisir, on sait qu'elles n'allaient pas rester, mais il y avait déjà des bergeronnettes printanières qui étaient déjà, nous suivaient, quoi. Et donc maintenant, dedans, il y a, pour le moment, il y a les fameux tariers, ils se cachent là-dedans, et aller sur cette haie, il y en a sûrement 50, quoi. Parce qu'ils sont là, maintenant à côté de ça, il y a un couvert végétal qui se développe. Mais ça, c'est une nourriture pour les oiseaux, c'est une nourriture pour les rongeurs peut-être, mais quelque part, c'est un garde-manger pour mes rapaces, quoi. Donc, c'est un tout, quoi. Il faut voir ça comme un tout. Il y a pas un truc qui doit être sorti, tout doit être réfléchi un peu comme ça. Figure-toi que le premier nichoir que j'ai mis, le lendemain, il y avait un couple dessus. Alors là, j'étais heureux comme tout. Hein. Et alors, les autres, dans les mois qui suivaient. Parce qu'en fait, il faut bien savoir qu'il y a un manque de cavernes. Allez, maintenant, dans les vieux vergers, un arbre qui a un trou, les gens, ils le coupent. Oh, il est malade, machin, c'est là. Que du contraire, il faut le laisser. Et là, il y avait les chouettes effraies et tout, les chevêches. Ou l'hiver, moi, quand il fait mauvais, je fabrique des nichoirs. Et j'en ai assez chez moi, donc je les donne. Voilà. Ben, j'espère que j'étais... Merci. Merci.